Lorsque je m'être suis écroulé sur scène, l'hôpital a contacté mes parents. Silence radio. Pourtant, ma sœur postait une photo d'eux au barbecue, enfin la paix, sans la reine du drama. Je n'ai rien dit. 3 jours plus tard, encore sous perfusion, j'ai vu 75 appels manqués et ce SMS de papa, répond, tu dois signer ça tout de suite. Sans un mot, je n'ai jamais atteint l'estrade. J'ai touché le sol avant même que mes mains ne puissent effleurer ce diplôme pour lequel j'avais saigné, pleuré et sacrifié chaque once de ma jeunesse. Une seconde, je marchais vers mon avenir, le cœur battant à rompre ma cage thoracique. L'instant d'après, je fixais les lumières aveuglantes du plafond du gymnase de Rennes, tandis que le brouhaha de la foule se transformait en un bourdonnement sourd et lointain. Les médecins ont appelé mes parents. Ils ont laissé des messages vocaux urgents. Personne n'est venu. Pas une seule âme. Avant de vous raconter comment ma propre famille a tenté de détruire ce qu'il restait de ma vie, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui pour partager ce fardeau. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure est-il chez vous en ce moment même. J'adore lire vos messages, cela me rappelle que je ne suis pas seule dans ce vaste monde. Revenons à cet instant précis, celui où tout a basculé. Ce matin-là, Rennes était baignée d'une lumière grise, typique de la Bretagne en automne, une lumière qui semblait peser sur les toits d'ardoise. Mais à l'intérieur du grand hall universitaire, l'air était électrique, saturé d'excitation et de parfums bon marché. C'était la culmination de 5 années d'études acharnées en biologie médicale. J'étais là, Ludivine, 27 ans, serrée dans ma robe de diplômée, une tenue synthétique que j'avais dû repasser 3 fois parce que mes mains tremblaient trop. Je ne tremblais pas d'excitation. Je tremblais de peur. Je tremblais d'un épuisement si profond qu'il semblait avoir rongé mes os. La nuit précédente, je n'avais pas dormi. Pas une seule minute. J'avais terminé une garde de 12 heures au laboratoire d'analyse médicale où je travaillais pour payer mes factures, et surtout celles de ma famille à 700 km de là, à Toulouse. J'avais les yeux cernés, le teint cireux, et une migraine qui martelait mes tempes comme un marteau-piqueur incessant, synchronisé avec les battements irréguliers de mon cœur. Mais je tenais bon. Je me répétais comme un mantra, c'est le grand jour. Ils seront là. Tout cela en vaudra la peine quand je verrai leur sourire. J'avais tout organisé avec une précision militaire. J'avais puisé dans mon découvert autorisé, frôlant l'interdit bancaire, pour payer 3 billets de train TGV aller-retour Toulouse-Rennes en première classe. J'avais réservé 2 chambres dans un hôtel 3 étoiles près de la gare, avec petit déjeuner inclus. 600 €. Une fortune pour moi. C'était l'équivalent de 2 mois de courses alimentaires. Mais je voulais que papa, maman et Océane soient fiers. Je voulais voir, pour une fois, ce regard d'approbation que je chassais désespérément depuis l'enfance, ce regard qu'ils réservaient habituellement aux exploits médiocres de ma sœur. Alors que la cérémonie commençait, que le doyen montait sur l'estrade avec son discours solennel, mes yeux scannaient frénétiquement les gradins. Rangée VIP, sièges 14, 15 et 16. Je les avais choisis spécifiquement pour qu'ils aient la meilleure vue. Vide. 3 sièges vides en plastique bleu, froid et impitoyable, au milieu d'une marée de familles en liesse. Je voyais mes camarades de promotion faire des signes discrets à leurs parents, recevoir des bouquets de fleurs, des ballons colorés. Je voyais des pères en costume mal taillé pleurer de fierté, des mères ajuster le col de leur enfant avec tendresse. Et moi ? Je fixais le vide. Le plastique bleu des sièges inoccupés me semblait plus hostile que la mort elle-même. Chaque chaise vide était un cri silencieux, tu ne comptes pas. J'ai sorti mon téléphone, dissimulé sous la manche large de ma toge. Aucun message. Pas un bonne chance. Pas un on est en retard, il y a des bouchons. Rien. Juste le silence numérique écrasant, ponctué par l'affichage de l'heure qui avançait inexorablement. Ludivine. Mon nom a résonné dans les haut-parleurs, déformé par l'écho du gymnase. C'était mon tour. J'ai pris une inspiration, mais l'air ne semblait pas atteindre mes poumons, bloqués par une boule d'angoisse. J'ai forcé mes jambes à avancer. 1 pas. 2 pas. Le sourire que j'avais collé sur mon visage vacillait. Le monde a soudainement basculé sur son axe.
Les visages dans la foule se sont étirés comme dans un tableau cauchemardesque. Le sol en bois verni s'est précipité vers mon visage à une vitesse vertigineuse. Je me souviens du bruit. Un bruit mat, lourd, écœurant. Le bruit de mon propre corps qui abandonnait la lutte contre la gravité et la négligence. J'ai entendu des cris étouffés, des pas précipités sur l'estrade. Elle ne respire pas bien, a crié quelqu'un d'une voix paniquée. Appelez le SAMU, vite. Dans ce moment de semi-conscience, alors que les ténèbres m'enveloppaient comme une couverture de plomb, une pensée terrifiante et lucide m'a traversé l'esprit, plus claire que tout le reste. Si je meurs maintenant, au moins, je n'aurai plus à payer leurs factures. Puis, le noir total. Je ne savais pas encore que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Le réveil allait être bien plus brutal que la chute. L'odeur piquante de l'antiseptique et de l'éther. C'est la première chose qui m'a accueilli à mon retour au monde des vivants. Puis le bip régulier, monotone, presque hypnotique, d'un moniteur cardiaque. J'ai ouvert les yeux avec une difficulté immense, comme si mes paupières pesaient des tonnes. J'étais aux urgences du CHU de Pontchaillou. Une perfusion était plantée dans mon bras gauche, diffusant un liquide froid dans mes veines brûlantes. Une infirmière aux cheveux gris et au regard doux s'est approchée, vérifiant les machines. Ah, vous voilà de retour parmi nous, ma grande. Vous nous avez fait une belle frayeur sur cette scène. Burn-out sévère, déshydratation avancée, hypoglycémie. Votre corps a simplement dit stop. Il a tiré le frein à main. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche comme du papier de verre, ma langue pâteuse. Mais, mes parents? Ai-je coassé, ma voix n'étant qu'un murmure brisé. Ils sont là? L'infirmière a hésité. Elle a ajusté le drap sur mes jambes, évitant mon regard pendant une fraction de seconde. Ce petit silence, ce regard fuyant, je les connaissais par cœur. C'était le regard de la pitié. Nous avons essayé de joindre les numéros d'urgence que vous aviez sur votre fiche d'admission. Votre père, votre mère. Ça a sonné, plusieurs fois. Quelqu'un a même décroché à un moment, on entendait du bruit derrière, mais ils ont raccroché dès que j'ai prononcé le mot hôpital. Ils doivent avoir des problèmes de réseau, ou peut-être qu'ils sont en route et qu'ils n'ont pas entendu. Elle mentait. Elle mentait avec gentillesse pour protéger mon cœur déjà en miettes. Je le savais. Je l'ai remerciée d'un hochement de tête faible, ne voulant pas la forcer à élaborer davantage son mensonge charitable. Quand elle est sortie de la chambre, la solitude s'est abattue sur moi comme une chape de plomb. J'étais seule. À l'hôpital. Le jour qui devait être le plus beau de ma vie. Ma main tremblante a cherché mon téléphone sur la table de chevet métallique. L'écran était fissuré en étoile, un souvenir permanent de ma chute, mais il s'allumait encore. J'avais peur de regarder, une peur viscérale qui me tordait l'estomac, mais je devais savoir. Aucun appel manqué. Aucun SMS. Pas un seul signe de vie. Par automatisme, un réflexe masochiste peut-être, j'ai ouvert l'application Facebook. Et là, le coup de poignard a été si violent que j'ai cru que mon cœur s'était arrêté pour de bon, faisant hurler le moniteur cardiaque. Tout en haut de mon fil d'actualité, une notification récente, Océane a ajouté une nouvelle photo il y a 2 heures. J'ai cliqué. L'image s'est affichée en haute définition, cruelle, colorée et vibrante de vie. C'était pris dans le jardin de notre maison familiale à Toulouse. Le soleil du sud brillait, insolent. Sur la table en teck, un festin digne d'un roi, des côtes de bœuf épaisses grillant au barbecue, des salades composées aux couleurs vives, des bouteilles de vin rosé couvertes de condensation. Au centre, mes parents, Régis et Valérie, levaient leur verre de cristal, souriants, détendus, le visage rougeaud de plaisir et d'insouciance. À côté d'eux, Océane, ma sœur cadette de 22 ans, faisait un signe V avec ses doigts manucurés, tirant la langue de manière espiègle à l'objectif. Mais ce n'était pas la photo qui m'a tuée. C'était la légende, écrite avec des émojis cœur et soleil. Dimanche en famille. Enfin la paix, sans la drama queen, pour gâcher l'ambiance avec ses problèmes. Le bonheur, c'est simple comme un barbecue sans pression. Happy life, family time, no stress, enfin tranquille. J'ai relu la phrase 3 fois, l'écran devenant flou sous mes larmes.
La drama queen. C'était moi. C'était le surnom méprisant qu'ils me donnaient chaque fois que je disais être fatiguée, chaque fois que je pleurais parce que je n'en pouvais plus de travailler pour eux, chaque fois que j'osais exprimer une émotion humaine. Pendant que j'étais inconsciente sur un brancard, avec des inconnus qui s'affairaient pour sauver mon cœur épuisé, ma famille fêtait mon absence. Ils ne s'étaient pas perdus dans les transports. Ils n'avaient pas raté le train. Ils n'avaient pas eu un empêchement. Ils avaient choisi de ne pas venir. Ils avaient choisi la viande grillée et le vin rosé plutôt que leur fille aînée. J'ai senti quelque chose se briser en moi, un bruit de verre cassé dans ma poitrine. Ce n'était pas un os. C'était plus profond, plus vital. C'était l'espoir. Cet espoir stupide, tenace et enfantin que si je travaillais assez dur, si je réussissais assez bien, si je payais assez de factures, il finirait par m'aimer. Les larmes ont commencé à couler, silencieuses et brûlantes, le long de mes joues jusqu'à mes oreilles. Je n'ai pas commenté la photo. Je n'ai pas mis de j'aime ironique. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste éteint l'écran. Et dans le reflet noir de mon téléphone, j'ai vu une étrangère. Une fille qui avait tout donné à des gens qui ne lui donneraient même pas un verre d'eau si elle était en train de brûler vif. Mais pourquoi? Pourquoi cette haine? Pour comprendre l'ampleur de cette trahison, il faut remonter le temps. Il faut retourner à Toulouse, là où tout a commencé, là où j'ai appris que l'amour était conditionnel. Allongée dans ce lit d'hôpital trop étroit, alors que la nuit tombait sur Rennes, les souvenirs de mon enfance à Toulouse me revenaient par vagues nauséeuses, comme une marée toxique. Chez nous, l'amour n'était pas un droit de naissance, c'était une monnaie d'échange, et le taux de change était truqué depuis mon premier cri. Mon père, Régis, était un homme dur, obsédé par l'image sociale et ce que pensaient les voisins. Ma mère, Valérie, était une femme qui vivait par procuration, obsédée par la jeunesse éternelle et la beauté superficielle. Et puis il y avait Océane. Océane est née 5 ans après moi. Elle est née prématurée, une petite chose fragile en couveuse. C'est à cet instant précis que la dynamique familiale s'est figée pour l'éternité, coulée dans le béton. Océane était le miracle, la fragile, celle qu'il fallait protéger à tout prix contre le monde cruel. Moi, Ludivine? J'étais la grande. La solide. Le cheval de trait. Celle qui n'avait besoin de rien, ni de réconfort, ni d'attention. Je me souviens d'un jour précis, j'avais à peine 12 ans. Je revenais de l'école à vélo sous la pluie. Une voiture m'avait coupé la route et j'étais tombée violemment sur le bitume. Je m'étais ouvert le genou profondément, la chair à vif, le sang se mêlant à la boue. Je suis rentrée à la maison en boitant, le sang ruisselant sur ma jambe jusqu'à ma chaussette. J'ai trouvé maman dans la cuisine. Elle préparait un gâteau au chocolat, l'odeur sucrée emplissant la pièce. Quand elle m'a vue, elle n'a pas couru vers moi. Elle a soupiré, posant sa spatule avec agacement. Ludivine, regarde ce que tu as fait au tapis de l'entrée. Tu ne peux pas faire attention? Va te nettoyer dans la salle de bain du bas, Océane fait sa sieste, ne la réveille surtout pas avec tes pleurnicheries. Je me suis recousue moi-même, au sens figuré, avec des pansements trop petits et de l'alcool à 90 qui brûlait comme du feu, en mordant dans une serviette éponge pour ne pas crier et réveiller la princesse. À l'inverse, si Océane éternuait une fois, c'était l'alerte générale. Médecin spécialiste, sirop hors de prix, journée sans école, dessins animés à volonté sur le canapé avec une couverture en laine. J'ai grandi en pensant que c'était normal. Que mon rôle sur cette terre était d'être l'amortisseur des chocs pour que la princesse Océane puisse rouler sur du velours. Que ma douleur était invisible, et la sienne, un drame national. Le fossé s'est transformé en canyon à mes 18 ans. J'ai reçu la lettre d'admission à l'université de Rennes, loin de Toulouse. C'était mon échappatoire, mon rêve. J'étais folle de joie, le cœur battant d'espoir. J'ai couru annoncer la nouvelle à mon père dans le salon. Il lisait son journal, la fumée de sa cigarette flottant dans l'air. « Rennes » a-t-il grogné sans lever les yeux. « C'est loin. Et c'est cher. On n'a pas l'argent pour te payer un appartement là-bas, Ludivine. Tu iras à la fac du coin ou tu travailleras à l'usine. On doit garder nos économies pour l'avenir de ta sœur. » J'ai dû contracter un prêt étudiant à taux élevés à mon propre nom,
travailler soir et week-end à la plonge d'un restaurant graisseux pour payer ma caution et mes livres. 6 mois plus tard, Océane a eu 13 ans. Pour son anniversaire, mes parents ont organisé une fête dans le jardin. Au milieu des ballons, ils ont dévoilé son cadeau, un scooter Vespa flambant neuf, rose pâle. 2500 €. Payé comptant. Quand j'ai demandé, la voix tremblante, comment ils avaient trouvé l'argent alors qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour mes études, ma mère m'a répondu sèchement, ajustant ses boucles d'oreilles, ta sœur a besoin de mobilité pour son épanouissement social. Toi, tu es débrouillarde, tu sais t'en sortir, tu as toujours été un roc. Ne sois pas jalouse, Ludivine, la jalousie te rend laide. Arrêtons-nous un instant. Si vous aviez été à ma place, voyant votre sœur recevoir un scooter de luxe alors que vous deviez laver des assiettes pleines de restes d'inconnus jusqu'à 2 heures du matin pour payer vos études, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous coupé les ponts dès cet instant? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai été trop aveugle, ou si j'étais simplement une enfant cherchant désespérément à être aimée. J'ai continué à subir. Parce que j'avais fait une promesse à ma grand-mère maternelle sur son lit de mort, la seule personne qui m'avait jamais caressé les cheveux, prends soin de la famille, Ludivine. Tu es le pilier. J'ai pris cette promesse comme une malédiction sacrée. Je suis devenu le pilier. Mais un pilier, quand on lui met trop de poids, quand on tape dessus avec un marteau jour après jour, finit par se fissurer et s'effondrer. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé sur cette scène à Rennes. À Rennes, loin de l'emprise directe de mes parents mais toujours sous leur ombre financière, je menais une double vie épuisante. Le jour, j'étais l'étudiante brillante, celle qui levait la main en amphithéâtre, celle qui majorait sa promotion de master avec des notes parfaites. La nuit, et les week-ends, j'étais un fantôme, une ombre qui glissait dans les couloirs stériles de la médecine. Je travaillais comme technicienne dans un grand laboratoire d'analyse médicale privé. Mon salaire, avec les heures supplémentaires et les primes de nuit, était correct, environ 1800 € net par mois. Pour une étudiante célibataire, c'était royal. J'aurais dû vivre confortablement, m'acheter des vêtements, aller au cinéma. Mais je vivais comme une indigente. Mon appartement était un studio de 15 mètres carrés sous les toits, mal isolé, où il faisait une chaleur étouffante de 35 degrés l'été et un froid glacial de 10 degrés l'hiver. Les murs étaient si fins que j'entendais mon voisin ronfler. Je mangeais des pâtes au beurre premier prix, des sandwichs triangles en promotion à la date limite de consommation, et je récupérais les fruits abîmés au marché le dimanche midi. Je n'achetais jamais de vêtements neufs, recousant mes vieux jeans jusqu'à l'usure. Pourquoi? Parce que chaque mois, le virement partait. Libellé, aide maman. 800 €. Parfois 1000. Les excuses de ma mère étaient toujours créatives, urgentes et culpabilisantes. Le toit a une fuite terrible, l'eau coule dans le salon, ton père a trop mal au dos pour monter réparer, il nous faut un couvreur maintenant. Les impôts fonciers ont augmenté, ils vont saisir la maison si tu n'aides pas, tu veux qu'on finisse à la rue à notre âge? Océane a besoin d'un ordinateur portable puissant pour ses devoirs, c'est essentiel pour son avenir, tu ne veux pas qu'elle rate ses études comme toi tu as failli le faire? Je payais. Toujours. Je payais pour acheter leur amour, pour éviter leurs reproches acides, pour ne pas être la mauvaise fille ingrate qui a abandonné ses vieux parents. Je payais pour le silence. Au laboratoire, Jocelyn, un collègue plus âgé, la trentaine rassurante, avait remarqué. Jocelyn était un homme doux, aux yeux rieurs et aux mains grandes et chaudes. Il m'apportait souvent des tupperwares de blanquettes de veau ou de pot-au-feu qu'il avait fait en trop soi-disant. Tu maigris, Ludivine, me disait-il doucement en posant le plat fumant sur ma paillasse, à côté des microscopes. Mange un peu, ça me ferait plaisir. Un jour, il m'a trouvé en train de pleurer silencieusement dans la salle de stockage froide, assise sur un carton de seringues, épuisée après un appel de ma mère exigeant 200 € de plus pour une facture d'électricité. Pourquoi tu leur donnes tout? M'a-t-il demandé en s'accroupissant à ma hauteur. Ils sont adultes. Ils ont des retraites. Ils ont des emplois. C'est ma famille, Jocelyn. On ne laisse pas tomber sa famille. C'est mon devoir. Il m'a regardé avec une tristesse infinie, une compassion qui me brûlait plus que le mépris. La famille, c'est ceux qui te soutiennent,
pas ceux qui te saignent à blanc, Ludivine. Tu es leur vache à lait, pas leur fille. Ils te mangent vivante. Je m'étais fâchée contre lui ce jour-là. J'avais crié, défendu mes bourreaux. La vérité fait mal quand on n'est pas prêt à l'entendre, quand elle remet en cause toute votre existence. Mais Jocelyn avait raison. Il avait terriblement raison. Et la preuve ultime, la preuve irréfutable de leur parasitisme, allait venir juste avant mon diplôme, sous la forme d'un mensonge à 800 € qui allait faillir me coûter la vie. La véritable raison de mon effondrement physique sur cette scène n'était pas seulement la charge de travail académique. C'était le stress financier aigu et la terreur provoquée par un appel téléphonique, reçu exactement 2 semaines avant la cérémonie. Mon téléphone avait sonné à 2 heures du matin, me tirant d'un sommeil agité. C'était Océane. Elle pleurait, octait, de manière hystérique, presque incompréhensible. Ludivine. Réponds. Tu dois m'aider. J'ai fait une bêtise. Une énorme bêtise. Mon sang s'était glacé instantanément. Mon instinct de grande sœur protectrice s'était réveillé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es blessé? Tu as eu un accident? Non, j'ai emprunté de l'argent à des gens pas très nets. Pour payer des cours d'anglais intensifs, je te jure. Je voulais m'améliorer. Mais ils me menacent maintenant. Ils disent qu'ils vont venir à la maison brûler la voiture de papa. J'ai peur pour eux. Il me faut 800 € avant demain midi. Ils vont me tuer. 800 €. C'était exactement la somme que j'avais mise de côté, euro après euro, en me privant de tout, pour payer mon dépôt de garantie pour un nouvel appartement plus grand après le diplôme. C'était mon ticket de sortie de mon taudis. C'était ma liberté. Océane, je ne peux pas. C'est toutes mes économies pour mon déménagement. Je ne peux pas te donner ça. Tu veux qu'il nous fasse du mal? Hurla-t-elle, sa voix changeant instantanément du pleur à la rage. Tu veux qu'il frappe papa? Tu es égoïste. Maman avait raison, tu ne penses qu'à toi et à ton petit confort à Rennes. 10 minutes plus tard, ma mère m'appelait pour me crier dessus, me traitant de sœur indigne, de monstre sans cœur. J'ai craqué. Comme toujours. J'ai fait le virement instantané avec mes mains tremblantes. Adieu mes économies. Adieu mon nouvel appartement. Pour compenser ce trou financier béant, j'ai dû accepter 5 gardes de nuit consécutives au laboratoire la semaine de mes examens finaux. 5 nuits sans dormir, à analyser des échantillons de sang sous des néons agressifs, suivis de mes journées de cours. C'est ce rythme infernal, inhumain, qui a conduit mon corps à lâcher prise sur scène. Mais voici ce que j'ai découvert en faisant défiler le fil Instagram d'Océane, ce jour-là, sur mon lit d'hôpital, juste après avoir vu la photo du barbecue. Une découverte qui a transformé ma tristesse en une rage froide. J'ai remonté son historique de publication de 2 semaines. Et là, j'ai vu la vérité. Il n'y avait pas de gens pas très nets. Il n'y avait pas de menaces. Il n'y avait pas de cours d'anglais. À la date exacte où je lui avais envoyé l'argent, Océane avait posté une story à la une, archivée fièrement. Localisation, Nice, promenade des Anglais. Sur la photo, elle tenait un cocktail géant coloré à 25 €, posant avec son nouveau petit copain sur la terrasse d'un hôtel de luxe face à la mer. Elle portait un sac à main de marque et des lunettes de soleil de créateur. Elle rayonnait. Légende, week-end improvisé avec mon chéri sur la Côte d'Azur. On ne vit qu'une fois. Merci l'univers pour l'abondance. #RichLife #Nice #Love. L'univers? Non, c'était ma sueur. C'était mon sang. C'était mes nuits blanches. J'avais failli mourir d'épuisement, j'avais sacrifié ma santé mentale et physique pour qu'elle puisse boire des mojitos à Nice et jouer à la riche héritière. Elle m'avait inventé une histoire de gangster pour me soutirer mes économies de survie. La colère, froide, implacable et chirurgicale, a commencé à remplacer la tristesse dans mes veines. J'avais vendu ma santé pour financer ses caprices. Mais je ne savais pas encore que 800 €, ce n'était que l'apéritif. Le plat de résistance, empoisonné et mortel, était sur le point d'arriver. 3 jours après mon admission aux urgences, les médecins m'ont autorisé à sortir, avec une ordonnance stricte,
repose absolu pendant 2 semaines. Pas de travail. Pas de stress. Pas d'émotions fortes. Ironique, n'est-ce pas? Je suis rentré dans mon minuscule studio sous les toits. L'air y était vicié, renfermé, une odeur de poussière et de solitude. Je me suis assise sur mon lit une place, fixant le mur décrépit. Pendant ces 3 jours à l'hôpital, j'avais laissé mon téléphone éteint la plupart du temps, ne l'allumant que quelques secondes pour vérifier l'heure, craignant de voir de nouvelles photos de leur bonheur sans moi. Je n'avais rappelé personne. J'ai pris une grande inspiration, sentant mes côtes encore douloureuses de la chute, et j'ai réactivé ma carte SIM. Le téléphone a commencé à vibrer. Une vibration continue, agressive, violente, qui a fait glisser l'appareil sur la table de nuit en bois comme s'il était possédé. BZZZT, BZZZT, BZZZT. Les notifications tombaient en cascade comme une avalanche, l'écran clignotant sans cesse. 75 appels manqués. 42 SMS. 15 messages vocaux. La majorité venait de papa et maman. Quelques-uns d'Océane. Mon premier réflexe, conditionné par des années de soumission et de manipulation psychologique, a été la culpabilité. Mon estomac s'est noué. Mon Dieu, ils s'inquiètent finalement? Ils ont appris pour mon hospitalisation? Ils ont eu peur pour moi? J'ai appuyé sur le premier message vocal, celui de mon père, laissé hier soir à 23h45. Je m'attendais à entendre sa voix bourrue mais inquiète. Ma chérie, pardonne-nous, comment vas-tu? On arrive. Au lieu de cela, la voix de Régis a explosé dans le haut-parleur, gutturale, furieuse, saturée de panique et de colère. Bon sang Ludivine. Tu te caches ou quoi? Décroche ce putain de téléphone. La banque n'arrête pas d'appeler à la maison sur le fixe. Qu'est-ce que tu as encore foutu? Il parle de contentieux. Rappelle immédiatement espèce d'inconsciente. J'ai froncé les sourcils, confuse. La banque? Quelle banque? Je n'avais jamais donné le numéro de mes parents à ma banque à Rennes. Message suivant. Maman, on pleure, une voix aiguë et hystérique. Ludivine, c'est une catastrophe. Océane ne peut pas aller en prison. Tu entends? Elle est trop jeune. Tu dois nous aider. Tu es la seule qui peut régler ça. Ne sois pas rancunière pour le barbecue, c'est ridicule de faire la tête pour ça. Rappelle, je t'en supplie. Prison? Rancunière? Le monde tournait à l'envers. Ils ne m'appelaient pas pour ma santé. Ils ne demandaient pas si j'étais vivante. Ils m'appelaient parce qu'ils avaient peur. Peur pour eux. Peur pour Océane. Le dernier message était un SMS de mon père, envoyé il y a 10 minutes, tout en majuscules, urge. Ouvre ton mail. La BNP nous a envoyé le dossier contentieux par mail. Si tu ne signes pas la reconnaissance de dette avant ce soir, ils saisissent tout. Réponds ou je viens te chercher. Mes mains tremblaient, mais plus de faiblesse cette fois. Je tremblais de rage. J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable qui a mis une éternité à démarrer. Dans ma boîte mail, un message transféré par mon père. L'objet était écrit en rouge, mise en demeure, dossier crédit auto numéro FR 89220. J'ai cliqué sur la pièce jointe avec un pressentiment funeste. Et là, en lisant les premières lignes, j'ai compris que ma famille n'était pas juste toxique. Ils étaient des criminels. Le document PDF s'est affiché sur mon écran pixelisé, et les chiffres ont dansé devant mes yeux, me donnant le vertige. Objet, remboursement immédiat de l'intégralité du prêt et indemnité. Montant dû, 39 850 €. Motif, destruction totale du véhicule gagé et défaut d'assurance. Emprunteur principal, Mademoiselle Ludivine, mon nom de famille. J'ai dû relire 5 fois. Un prêt auto? Je n'ai même pas le permis de conduire. Je prends le bus et le métro depuis des années. Je n'ai jamais acheté de voiture, pas même un vélo. J'ai fait défiler le document vers le bas, mon cœur battant si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Il y avait une copie du contrat de prêt, daté d'il y a 6 mois. Et là, en bas de la page, ma signature. Ou plutôt, une imitation grotesque mais juridiquement valide de ma signature.
C'était une signature électronique, validée via une copie numérique de mon passeport et de mes 3 dernières fiches de paie. J'ai tout compris en une seconde, comme un puzzle macabre qui s'assemble. L'année dernière, lors de ma seule et unique visite à Noël à Toulouse, j'avais utilisé le vieil ordinateur de bureau de mes parents pour imprimer des documents administratifs pour mon dossier de bourse. J'avais laissé une copie numérique de mon passeport et mes fiches de paie dans le dossier téléchargement. Je ne les avais pas effacées, faisant confiance à ma famille. Ils les avaient utilisées. Ils avaient usurpé mon identité. Ils avaient utilisé mes documents pour contracter un crédit à la consommation de 40 000 € à mon nom, profitant de ma bonne solvabilité et de mon emploi stable, pour acheter une voiture. Quelle voiture? Le rapport de police joint au dossier de la banque le précisait, une Audi Q3 Sportback noire. Une voiture de luxe. Et pourquoi la banque réclamait-elle l'argent maintenant, tout d'un coup? Le rapport d'accident, annexé à la fin du fichier, racontait la suite sanglante de l'histoire. Conducteur au moment de l'accident, Mademoiselle Océane, mon nom de famille. Date de l'accident, il y a 4 jours. Le jour exact où j'étais dans le coma à l'hôpital. Circonstances, perte de contrôle du véhicule à haute vitesse en zone urbaine, percutant 2 véhicules en stationnement et du mobilier urbain, abribus. Véhicule déclaré épave. Aggravant, conductrice positive à l'alcotest, 1,2 gl d'alcool dans le sang. Tout devenait limpide. Océane avait eu sa voiture de rêve, payée par mon identité volée. Elle était allée faire la fête le jour de mon diplôme, au lieu de venir me voir. Elle avait bu. Elle avait conduit. Elle avait craché la voiture. L'assurance du véhicule refusait logiquement de couvrir les dégâts car la conductrice était en état d'ivresse, une clause d'exclusion classique. La banque se retournait donc vers l'emprunteur officiel pour récupérer son argent, moi. Je me suis levée, prise de vertige, m'appuyant contre le mur froid. Ils avaient volé mon identité. Ils avaient acheté une voiture de luxe à Océane sur mon dos. Elle l'avait détruite en étant ivre. Et maintenant, ils voulaient que je paie la facture de près de 40 000 €. C'était pour ça les 75 appels. Pas d'inquiétude. Juste de la panique pour leur propre peau. Ils voulaient que je contacte la banque pour dire, oui, c'est bien moi, je reconnais la dette, je vais payer, ne poursuivez pas ma sœur, ne mettez pas Océane en prison. Je me suis sentie nauséeuse. J'ai couru aux toilettes pour vomir le peu de bile que j'avais dans l'estomac. C'était trop. C'était monstrueux. J'étais à 2 doigts de céder. La voix de ma mère résonnait dans ma tête, implantée depuis l'enfance, c'est ta sœur. Tu dois protéger la famille. Le sang est plus important que tout. J'allais presque prendre mon téléphone pour appeler la banque, pour accepter mon sort de martyr, comme toujours, pour prendre la faute sur moi. C'est à ce moment-là, alors que ma main planait sur le bouton d'appel, que la sonnette de mon studio a retenti, brisant le silence de ma soumission. L'histoire vous ferait réagir comment, vous? On veut lire vos avis dans les commentaires. Et dites-nous, vous êtes d'où? L'histoire n'est pas terminée, continuons à écouter l'histoire. J'ai ouvert la porte, hagarde, les yeux rouges. C'était Jocelyn. Il se tenait là, dans le couloir sombre, tenant un sac en papier brun avec une baguette fraîche qui dépassait et une thermos. Quand il a vu mon visage dévasté, son sourire timide s'est effacé instantanément. Ludivine? Tu es blanche comme un linge. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai apporté de la soupe, je savais que tu étais sortie de l'hôpital. Je n'ai pas pu parler. Ma voix était morte. Je me suis juste écartée et j'ai pointé l'écran de l'ordinateur ouvert sur la table. Jocelyn a posé la soupe, s'est assis sur ma chaise bancale et a lu le document. J'ai observé son visage. Je l'ai vu pâlir, puis rougir d'une colère sourde. Ses mâchoires se sont contractées si fort que j'ai cru entendre ses dents grincer. Ses poings se sont serrés sur le bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. C'est tes parents qui ont fait ça? A-t-il demandé, sa voix tremblante de rage contenue. J'ai hoché la tête, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Ils veulent que je signe une reconnaissance de dette, ai-je chuchoté. Ils disent que sinon Océane aura un casier judiciaire. Je ne sais pas quoi faire, Jocelyn.
Si je ne signe pas, je détruis ma famille. Je les envoie en prison. Jocelyn s'est levé brusquement, renversant presque la chaise. Il m'a attrapé par les épaules, me forçant à le regarder dans les yeux. Non, Ludivine. Écoute-moi bien. Tu ne détruis pas ta famille. Ils se sont détruits eux-mêmes. Ce qu'ils ont fait, ça a un nom précis dans le code pénal, escroquerie, usurpation d'identité, faux et usage de faux. C'est criminel. Mais c'est ma mère, ai-je pleurniché. Ta mère t'a volé. A-t-il rugi, une puissance que je ne lui connaissais pas. Elle a volé ton nom, ton crédit, ton avenir pour payer un jouet mortel à ta sœur alcoolique. Si tu signes ce papier, tu acceptes une dette de 40 000 €. Tu te rends compte? Tu vas payer ça comment? Avec ton salaire de technicienne? Pendant 15 ans? Tu ne pourras jamais acheter de maison, jamais voyager, jamais avoir d'enfants sans cette dette au-dessus de ta tête. Tu seras leur esclave pour toujours. C'est ça que tu veux? Ces mots m'ont frappé comme des gifles nécessaires. Ils ont brisé la coquille de ma culpabilité. Viens, a-t-il dit plus doucement, en me prenant la main. On ne reste pas ici. On va voir mon oncle. Il est avocat pénaliste en ville. Maintenant. 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau feutré de Maître Gauthier, entouré de livres de droit reliés en cuir. L'avocat, un homme froid, précis et intimidant, a examiné les preuves, les faits, le rapport de police. Il a ôté ses lunettes et m'a regardé par-dessus son bureau. Mademoiselle, la situation est juridiquement simple, même si elle est humainement tragique. Soit vous acceptez la dette et vous ruinez votre vie financière pour les 2 prochaines décennies. Soit vous portez plainte pour usurpation d'identité. Porteur plainte contre mes parents? Ai-je demandé, la voix tremblante. C'est la seule façon de prouver à la banque que ce n'est pas vous qui avez signé. De plus, nous avons un alibi en béton armé. Le contrat a été signé électroniquement le 14 avril à 14h30. Où étiez-vous? J'ai vérifié mon agenda. J'étais au travail, à Rennes. J'ai pointé. Parfait. Et la signature numérique a été localisée via l'adresse IP à Toulouse. C'est imparable. Vous n'avez rien à craindre juridiquement. Vous êtes la victime. Mais vous devez être prête moralement à voir vos parents condamnés. J'ai regardé Jocelyn. Il était assis à côté de moi, anxieux. Il m'a pris la main. Sa paume était chaude, solide, rassurante. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un se battait pour moi, pas contre moi. Pour la première fois, je n'étais pas seule face à eux. J'ai pris une grande inspiration, sentant l'air remplir mes poumons comme jamais auparavant. Je suis prête, maître. On y va. De retour dans mon studio, l'ambiance avait changé. Ce n'était plus un lieu de désespoir, c'était un quartier général de guerre. J'ai installé mon téléphone sur la table, calé contre une pile de livres. Jocelyn était assis hors champ, à côté de moi, silencieux, avec un dictaphone allumé. Maître Gauthier m'avait conseillé d'enregistrer l'appel pour obtenir des aveux explicites qui serviraient de preuves supplémentaires. J'ai lancé l'appel vidéo vers le compte Skype de mon père. Ça a décroché à la première sonnerie. Ils attendaient, comme des vautours. Les visages de Régis, Valérie et Océane sont apparus sur le petit écran. Ils étaient dans le salon familial à Toulouse. L'image était nette. Océane avait les yeux bouffis et rouges. Maman se tordait les mains nerveusement. Papa était rouge de colère, une veine battant sur son front. Enfin, a aboyé mon père sans même un bonjour. Tu as appelé la banque? Tu as confirmé que c'était toi? Dis-moi que tu as réglé ça. J'ai gardé une voix calme, glaciale, une voix que je ne me connaissais pas. Bonjour à vous aussi. Je vais bien, merci de demander. Je suis sortie de l'hôpital ce matin. On s'en fout de ton hôpital, a crié Océane, sa voix perçante traversant les haut-parleurs. Tu sais dans quelle merde je suis? Les flics m'ont retiré mon permis provisoire. Ils parlent de mise en danger de la vie d'autrui. Si la banque porte plainte pour escroquerie en plus, je vais en prison. Fais quelque chose. Et pourquoi la banque porterait plainte pour escroquerie,
Océane? Ai-je demandé innocemment, plantant le premier clou. Parce que c'est pas toi qui as signé, espèce d'idiote. Intervint ma mère, exaspérée. Mais ça, la banque n'a pas besoin de le savoir. Tu vas leur dire que tu as autorisé ta sœur à utiliser ton nom. Tu vas dire que c'est un arrangement familial interne. Que tu étais d'accord. Un arrangement? Donc je dois payer 40 000 € pour une voiture que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais conduite? Tu gagnes bien ta vie. Tu es riche, toi, avec tes diplômes. A craché mon père. Nous, on est retraités. On a une petite pension. Comment tu veux qu'on paie ça? C'est ton devoir de fille aînée. Tu as toujours été la plus forte. Ta sœur est fragile, elle ne supportera pas la prison. Fragile? Ai-je répété, sentant la colère monter. Elle était assez forte pour boire une bouteille de vodka et conduire à 100 km/h en ville, non? Elle était assez forte pour aller à Nice avec mon argent le mois dernier? Un silence stupéfait est tombé sur la conversation. Je n'avais jamais répondu de ma vie. Je n'avais jamais osé. Comment oses-tu? A sifflé ma mère, ses yeux lançant des éclairs. Après tout ce qu'on a fait pour toi? On t'a nourri, logé, éduqué. Tu es une ingrate. Tu es cruelle. C'est juste de l'argent, Ludivine. L'argent, ça se retrouve. La famille, c'est sacré. On ne trahit pas son sang. La famille, c'est sacré, ai-je répété lentement, savourant l'ironie amère. C'est pour ça que vous n'êtes pas venu à mon diplôme? C'est pour ça que vous faisiez un barbecue et postiez des photos pendant que j'étais aux urgences avec un cœur qui lâchait? Oh, arrête avec ton cinéma. Coupa Océane en levant les yeux au ciel. Tu as juste fait un petit malaise vagal. Tu es toujours en train de faire ta victime. Regardez-moi, je travaille trop, je suis pauvre. C'est pathétique. Allez, signe ce papier et arrête ton drama. On n'a pas le temps pour tes états d'âme. Le mot de trop. Drama. J'ai senti une chaleur monter en moi. Pas de la colère aveugle. De la puissance pure. C'était le moment de vérité. J'ai regardé Jocelyn du coin de l'œil. Il a hoché la tête fermement. C'était le signal. Je me suis redressée sur ma chaise, le dos droit, les épaules carrées. J'ai planté mes yeux dans l'objectif de la caméra, comme si je pouvais traverser l'écran et les toucher physiquement. Écoutez-moi bien, ai-je dit d'une voix qui ne tremblait plus, une voix d'acier. C'est la dernière fois qu'on se parle. Profitez-en. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Balbutia mon père, sentant le vent tourner. Je ne signerai rien. Je ne paierai pas un centime. Ni pour la voiture, ni pour l'avocat d'Océane. Tu n'as pas le choix. Hurla ma mère, hystérique. On est tes parents. Si, j'ai le choix. Et j'ai choisi. Ce matin, je suis allée au commissariat central de Rennes avec mon avocat. J'ai déposé une plainte officielle contre X pour usurpation d'identité, faux, usage de faux et escroquerie bancaire. J'ai fourni mes relevés de présence au travail prouvant que je n'étais pas à Toulouse le jour de la signature. J'ai fourni la preuve que l'adresse IP de la signature est la vôtre. Sur l'écran, leurs visages se sont décomposés en direct. C'était comme voir une peinture de cire fondre sous la chaleur d'un chalumeau. L'arrogance a disparu. La peur pure, animale, l'a remplacée. Tu as porté plainte? Murmura Océane, sa voix devenant toute petite. Mais, ça veut dire qu'ils vont savoir que c'est papa et maman qui ont fait le dossier. Exactement, ai-je répondu froidement. La police va remonter l'adresse IP. Ils vont saisir l'ordinateur. Ils vont trouver les faux documents. La banque va se retourner contre les vrais coupables. Vous? Tu envoies tes propres parents en prison? Tu es un monstre. Hurla mon père en se levant, renversant sa chaise avec fracas. Je te renie. Tu n'es plus ma fille. Tu n'as plus de maison ici. Je n'ai jamais été votre fille, papa. J'étais votre banque. J'étais votre bonne. J'étais votre plan B. Mais c'est fini. Le guichet est fermé définitivement. Ma mère s'est mise à pleurer,
des larmes de crocodile bruyantes et théâtrales. Ludivine, ma chérie, pitié. On peut s'arranger. Retire ta plainte. On vendra les bijoux de grand-mère. On trouvera une solution. Non. Les bijoux de grand-mère, vous les avez vendus il y a 3 ans pour payer les vacances d'Océane à Ibiza. Vous ne vous souvenez pas? Vous m'aviez dit qu'ils avaient été perdus. Elle s'est tue, la bouche ouverte, piégée dans ses propres mensonges. Océane a voulu jouer à la grande avec une voiture de luxe volée. Maintenant, elle va assumer comme une grande. Et vous, vous avez voulu jouer avec la loi. La loi a gagné. Je vais te tuer si je te vois. Je te jure que je te tue. Menaça Océane en se jetant vers l'écran, retenue par ma mère. Adieu, ai-je dit calmement. Profitez bien de votre prochain barbecue. Sans moi. Et bientôt, sans maison. J'ai appuyé sur le bouton rouge. L'écran est devenu noir. La connexion était coupée. Le silence est retombé dans mon petit studio. Mais ce n'était plus un silence lourd et oppressant. C'était un silence léger. Propre. Un silence qui sentait la liberté. Jocelyn a arrêté l'enregistrement. Il m'a regardé avec une admiration non dissimulée, les yeux brillants. Tu l'as fait, a-t-il dit doucement. J'ai éclaté en sanglots. Pas de tristesse, mais de soulagement absolu. C'était une purge. Comme si je venais de vomir un poison noir que j'avais avalé chaque jour pendant 27 ans. Je venais de tuer l'ancienne Ludivine, la victime, pour que la nouvelle puisse enfin vivre. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon juridique et administratif, mais je l'ai vécu de loin, comme une spectatrice protégée par les murs solides de ma nouvelle vie et par la compétence de Maître Gauthier. La justice française est souvent lente, mais elle est impitoyable et mathématique quand les preuves sont là. Et les preuves étaient accablantes. L'enquête de police a été rapide. L'adresse IP de la signature électronique correspondait à la box Internet de mes parents. Le concessionnaire automobile, interrogé, a craqué et a identifié mon père, qui s'était fait passer pour mon conseiller financier, et Océane lors de la livraison du véhicule. Ils avaient même une vidéo de surveillance de la concession montrant Océane sautant de joie devant l'Audi. Le verdict est tombé 6 mois plus tard, un jour de pluie. La dette de 40 000 € a été officiellement annulée à mon nom. La banque a reconnu la fraude. La dette a été requalifiée en dette personnelle pour mes parents et Océane, solidairement responsables de l'escroquerie. Mes parents n'avaient pas 40 000 €. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis toujours. La banque n'a pas eu de pitié. Ils ont saisi leur maison de Toulouse. Cette maison avec le beau jardin, la terrasse, le barbecue, le théâtre de mon enfance malheureuse. Elle a été vendue aux enchères judiciaires pour une bouchée de pain afin de rembourser la banque, l'assurance et les frais de justice exorbitants. Ils ont été expulsés et ont dû déménager dans un petit appartement HLM humide en banlieue lointaine. Océane a été condamnée à 18 mois de prison avec sursis, avec une mise à l'épreuve stricte de 2 ans et une obligation de soins pour son alcoolisme. Avec un casier judiciaire désormais chargé, son rêve narcissique de devenir influenceuse lifestyle a pris du plomb dans l'aile. Aucune marque ne veut travailler avec une escroc condamnée. Elle travaille maintenant comme caissière à temps partiel dans un supermarché discount pour rembourser sa part de la dette, surveillée de près par la justice. Ils ont essayé de me contacter, bien sûr. Au début, c'étaient des lettres d'insultes, pleines de venin. Puis, quand la réalité de la pauvreté les a frappés, ce sont devenues des lettres de supplication. On est vieux, on a tout perdu, le chauffage ne marche pas, aide-nous, on est ta famille. Je les ai toutes brûlées dans l'évier de ma cuisine, une par une, sans les lire jusqu'au bout. Jocelyn m'a aidé à changer de numéro de téléphone et j'ai déménagé dans un autre quartier de Rennes, une résidence sécurisée, pour qu'il ne puisse jamais me trouver. C'était dur. Je ne vais pas mentir. On ne guérit pas de sa famille en un jour. Parfois, la nuit, je me sentais coupable. Je me demandais si j'avais été trop dure. Mais je regardais alors la photo de mon diplôme, encadrée fièrement sur mon mur, et je me rappelais, s'ils avaient réussi leur coup, c'est moi qui serais à la rue aujourd'hui. C'est moi qui aurais un casier judiciaire. C'est moi qui paierais pour leurs crimes.
Ils n'ont pas hésité une seconde à me sacrifier. Pourquoi devrais-je hésiter à me sauver? Un an a passé depuis ce jour fatidique au gymnase de Rennes. Le temps a filé, non plus comme un ennemi, mais comme un allié. Je suis assise sur la plage de Saint-Malo, regardant les vagues grises et puissantes de la Manche s'écraser contre les remparts de granit. L'air est vif, salé, vivifiant. Il remplit mes poumons sans obstacle. Je ne suis plus la même femme. J'ai pris 5 kilos, des kilos de santé, pas de graisse, des kilos de bons repas partagés et de sommeil réparateur. Mes cernes ont disparu. J'ai été promue responsable de laboratoire le mois dernier. Je dirige une équipe de 10 personnes. Je ne fais plus de garde de nuit, sauf si je le choisis pour aider un collègue, pas par nécessité de survie. À côté de moi, Jocelyn lance un bâton en bois flotté à un petit chien hirsute qui court joyeusement sur le sable mouillé. Oui, nous avons adopté un chien, un petit bâtard que nous avons appelé Lucky. Et oui, nous sommes ensemble. Il a fallu du temps, beaucoup de patience de sa part, pour que je laisse quelqu'un m'aimer sans rien demander en retour, sans condition, sans facture à la fin du mois. Mais Jocelyn a été patient. Il a reconstruit ma confiance brique par brique. Hier, j'ai reçu une lettre inattendue du notaire. Il s'avère que ma grand-mère m'avait laissé une petite assurance vie à mon nom propre, que mes parents m'avaient cachée pendant des années en interceptant le courrier. Avec l'enquête de police, tout est remonté à la surface. Ce n'est pas une fortune, mais c'est assez pour l'apport d'une petite maison ici, en Bretagne. Une maison à nous. Une maison où la porte sera toujours ouverte aux amis, mais où le respect sera la seule monnaie acceptée. Je repense au mot « famille ». J'ai compris une vérité fondamentale, le lien du sang n'est qu'une biologie, un accident génétique. La vraie famille, c'est le lien du cœur. C'est un choix. Ma famille, c'est Jocelyn qui m'apporte de la soupe quand je m'effondre. C'est l'infirmière qui m'a tenu la main aux urgences quand j'étais seule. C'est Maître Gauthier qui m'a défendu comme un lion. C'est Lucky qui pose sa tête sur mes genoux quand je suis triste. Et surtout, c'est moi-même. J'ai enfin appris à être ma propre meilleure amie, ma propre protectrice. Dire « non » a été la chose la plus terrifiante de ma vie. J'ai cru que le ciel allait me tomber sur la tête. Mais ce « non » m'a sauvée. Il a tracé une ligne dans le sable que personne ne traversera plus jamais. Il a transformé la victime en survivante. Je regarde l'horizon. Le soleil se couche, peignant le ciel breton de couleurs douces, rose et or, loin, très loin du barbecue toxique de Toulouse. Je respire à plein poumon. Je suis libre. Et pour la première fois de ma vie, l'avenir ne me fait plus peur. Il m'appartient. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous aussi, vous avez dû couper les ponts pour sauver votre peau, mettez un « j'aime » à cette vidéo pour soutenir la chaîne. Partagez votre histoire dans les commentaires, cela aide énormément de savoir qu'on n'est pas seul face à la toxicité familiale. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire. Prenez soin de vous, protégez-vous, et n'oubliez jamais, vous valez bien plus que ce que les autres disent de vous. À bientôt.